Bonjour à tous. Bienvenue à mes amis lecteurs, lectrices, et puis à ceux qui sont juste curieux et qui ont envie d'écouter quelques histoires et quelques anecdotes. De toute façon, un jour ou l'autre, j'en suis certaine, vous passerez à la lecture. Voilà. Ça, voilà, je l'ai dit, j'avais envie de lire depuis longtemps. C'est vrai qu'on a toujours... La lecture, ça fait du bien, c'est une méthode de détente, en fait. C'est incroyable de voir à quel point, quand on lit, ça régule le rythme cardiaque, ça fait du bien. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler peut-être d'un livre. Alors là, c'est plus délicat. C'est La mort en cadeau d'Agneta Gerson. Alors, c'est un thriller. Et un thriller très particulier qui développe vraiment plusieurs thématiques. C'est un thriller scientifique. Je trouve que il y en a pas mal en ce moment. Et par contre, Agneta Gerson, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle les écrit, mais elle s'est imposée comme une plume assez incontournable du genre avec La mort en cadeau. En fait, l'auteur nous plonge dans une intrigue assez palpitante où vont se mêler disparitions suspectes, manipulations climatiques et cyberattaques de haut niveau. Je vous mets le lien parce que j'avais parlé du projet Artemis, c'était en juin 2021, donc ça remonte. Et c'est le début de cette aventure. Donc il y a certains personnages dont je parle déjà dans cette vidéo. Et ça peut vous intéresser, ça peut vous donner un petit peu le début, d'où est parti ce projet Artemis, et puis les thématiques qu'on retrouve en fait, mais qui sont développées de façon totalement différente et avec beaucoup d'ingéniosité. Dans ce thriller là, donc La mort en cadeau, c'est vraiment entre climat, complot, espionnage technologique. On a un petit peu pas un petit peu d'ailleurs, beaucoup, vraiment quelque chose de très actuel. On est de plein pied dans notre univers quotidien. Donc ce troisième opus du projet Artemis, c'est un roman, enfin pour moi il peut se lire comme un one shot, parce que il s'inscrit déjà dans une dynamique extrêmement captivante, et puis c'est porté par des personnages forts, par une réflexion profonde aussi sur l'état du monde. Alors c'est dommage de le lire comme un one shot, parce que il y a un personnage dont je parle déjà en 2021, qui est un personnage qui me touche et que j'apprécie, qu'on retrouve bien sûr ici. C'est vrai qu'il peut vous manquer quelques anecdotes, quelques histoires, et puis il y a une suite logique. Moi j'aime bien lire ce genre de roman avec la suite logique. Là c'est un petit peu compliqué, parce que le premier, il y a quand même quelques années, et heureusement que j'avais fait une vidéo qui m'a aidé à me remettre beaucoup de choses en mémoire. Comme quoi, faut toujours se laisser une trace de ses lectures. Moi j'ai un carnet de lecture où je note, et puis bien sûr il y a les audios et les vidéos. Bon, là entre l'Islande glaciale, où sincèrement j'irais pas forcément passer mes vacances parce que j'aime pas le froid. Alors pour la petite anecdote, je travaille maintenant et je fais mes chroniques avec ma doudoune chauffante. Il fait un petit peu frais, pourtant j'habite dans le sud, mais mon bureau est une pièce un peu fraîche, et du coup plutôt que de mettre du chauffage à fond dans toute la maison, eh bien je me suis dit que je prenais une doudoune chauffante. Je ferai quand même de toute façon, à partir du moment où on économise quelque chose, je pense qu'on fait un petit geste.
C'était une parenthèse. Donc en fait, entre l'Islande glaciale et la fourmilière technologique de Bangalore, donc en Inde, Agnetha Gerson nous entraîne dans une course contre la montre, en fait, où chaque vérité dévoilée met en péril ceux qui la recherchent. C'est alors c'est pas forcément d'une grande originalité, parce qu'en général quand on cherche à connaître une vérité, que ce soit quelque chose de très petit ou de très important, de toute façon on se met en danger, il y a un péril, il y a toujours quelque chose, mais là c'est une œuvre qui va bien au-delà du divertissement et qui, enfin personnellement en tout cas, m'a confrontée à une problématique brûlante. Ce sont les dérives de la manipulation climatique à l'ère du numérique. Je crois que c'est un secret pour personne, parce que déjà bien avant 2021, je me suis engagée dans une démarche qui est personnelle. Alors après, depuis, d'autres m'ont rejoint, on forme un petit groupe. Là, dernièrement, par exemple, ma voiture, ouais, elle a décidé que sa vie était terminée, et voilà. Et j'ai fait le choix de ne pas racheter une voiture. Pourquoi? Parce que bon, les très vieilles occasions, si c'est pour que ça coûte énormément cher en réparation, c'est pas trop ma came. Mais les voitures sont principalement aujourd'hui électriques. J'ai pas l'impression que ce soit écolo du tout, parce que mettre des éoliennes partout, c'est pas écologique. On a fait un tas d'études scientifiques sur un peu tout ça, tout ce qui est mis en électrique aujourd'hui et qui, au final, pollue. Alors c'est moins visible, mais ça, c'est une autre pollution et elle est catastrophique. Donc j'ai fait le choix de ne pas avoir une voiture électrique. Bon, les hybrides, ça reste de l'électrique, même si je trouve que c'est quand même peut-être plus adapté. Alors, ouais, de mon village paumé, j'ai choisi le vélo. Alors évidemment, j'habite en montagne. Quand je remonte de la ville qui est à 15 km, avec mes courses dans mes sacoches ou ma petite charrette, enfin j'ai une petite carrette quoi qui s'accroche à mon vélo, j'ai besoin d'une assistance électrique. Ça m'embêtait quand même, parce qu'il y a quand même une batterie. Bon, après vous allez me dire, il y a des batteries dans tout du coup maintenant aujourd'hui, mais c'est vrai que quand je l'ai branché, moi j'ai toujours un compteur à l'ancienne, donc je vois à quelle vitesse il tourne. Il y a des trucs qui l'affolent et d'autres beaucoup moins. Et le principe, c'est aussi d'éviter cette dépense énorme d'énergie, parce qu'une voiture électrique, c'est une horreur. Et en fait, il suffit de prendre quelque chose de bien, de durable. Alors déjà, je l'ai acheté en reconditionné. C'est un effort supplémentaire. En plus, c'est plus économique financièrement. Et puis, ça n'affole pas du tout mon compteur. J'ai pas forcément l'impression d'avoir branché quelque chose. Et puis, alors, pour tous ceux qui ont toujours des tas d'arguments pour ou contre, sachez que c'est mon choix. Donc même si j'ai 57 ans, c'est un choix. Ça fait aussi la santé, je marche, c'est aussi pour la santé. Donc pour moi, il y avait quand même pas mal d'avantages plus que d'inconvénients. Donc de voitures ici, nous n'avons plus, ni moi, ni mon conjoint. Peut-être qu'on ne pourra pas non plus faire nos vieux jours comme ça, et qu'un jour on sera mis dans l'obligation. Mais en tout cas, ça a été parce qu'on parlait déjà
de pollution dans le premier opus. Et c'est vrai que là, du coup, pour moi, effectivement, c'est une problématique brûlante et je trouve qu'elle s'aggrave. Donc finalement, l'auteur, en continuant pas dire la saga, mais c'est une suite logique dans le projet Artemis. En fait, j'ai l'impression qu'elle suit l'évolution des choses. Entre 2021 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, même si ça paraît peu. Mais le sujet m'a touché comme il me touche toujours. Et eh bien, je ne sais pas tout. Il pose quand même des questions qui m'obligent à aller vers une toute autre information. Et ça, c'est dans les romans de cet auteur, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Donc, climat, complot, espionnage technologique, notre époque. C'est aussi un thriller international avec des ramifications vertigineuses, parce que l'intrigue de La mort en cadeau s'ouvre sur un événement aussi brutal que mystérieux. Un scientifique qui travaille sur le climat, il n'a rien trouvé de mieux que d'emmener son épouse faire une randonnée dans les glaciers islandais. Elle a trouvé ça sympa, moi j'aurais préféré autre chose, et en fait, pendant cette randonnée, il trouve la mort. Donc il est en Islande, et il y a eu un accident. On se demande d'ailleurs si c'est un simple accident. En tout cas, c'est la version officielle. Ils n'avaient pas vu que le glacier avait une fragilité, et malheureusement, ça s'est effondré, et ça a fait des morts. Mais, donc Johanne, cette fameuse épouse qui adore la randonnée dans les glaciers, bien froid, donc sa femme, elle refuse de se résoudre à cet accident. Il y a quelque chose qui la titille, et elle décide de fouiller plus profondément. Et rapidement, elle découvre que les derniers travaux de son mari sur les données climatiques étaient quand même sensibles et surtout menacés d'être censurés. C'est vrai que le hasard, moi je trouve que le hasard n'existe pas, ça peut arriver, mais là ça fait beaucoup. Et alors les chapitres dans ce roman sont très bien séparés, c'est-à-dire qu'on va... l'histoire au départ est un peu éparpillée, c'est normal, mais tout se rejoint, et quand on passe d'un chapitre à l'autre, on a un personnage, un autre personnage. Donc c'est vrai que la lecture, elle est facile. Faut pas vous mettre dans la tête que thriller technologique va avec cours en maths dessus. C'est pas ça du tout. Mais n'empêche que à Bangalore, en Inde, il y a 2 hackers, dont un particulièrement génialissime, et d'ailleurs qui est un personnage auquel je me suis assez attachée aussi. Ils infiltrent une base de données, soi-disant ultra sécurisée, mais nous le savons tous, rien n'est ultra sécurisé. Et ce qu'ils trouvent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et c'est en fait, il y a une manipulation massive des données satellites sur le réchauffement climatique, entre autres. Mais en fait, avant que ce personnage puisse agir, malgré toutes les précautions qu'il prend, il va devenir une des cibles à éliminer, évidemment. C'est de moins en moins facile avec la technologie de se cacher. Vous avez ne serait-ce que votre téléphone allumé, on sait où vous êtes. Alors ces 2 fils narratifs vont bientôt s'entrecroiser, comme je vous l'ai expliqué, dans une spirale infernale où Johanne, qui va être épaulée par Charline, alors c'est une ex-amie, qui travaille, alors
dans le premier, elle était à la NASA. Là, elle est rentrée à mi-temps à la NSA. Elle reste à mi-temps à la NASA. Je vous laisse découvrir pourquoi. En tout cas, là, c'est son travail à la NSA qui fait que son ex-ami l'a contacté. Et Charline découvre l'ampleur de cette conspiration mondiale. Des scientifiques qui sont réduits au silence, des données falsifiées, un contrôle total de l'information climatique. C'est-à-dire que ce qu'on vous raconte, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, en même temps, je pense que une personne qui réfléchit 2 minutes quand elle voit les COP, je sais pas à combien on en est d'ailleurs, mais enfin, il en est rien sorti du tout. Je vous pose la question. Alors, qui orchestre cette manipulation sur l'information? Pourquoi on vous informerait pas sur la réalité climatique? Y en a qui le voient, hein, de toute façon. Enfin, quand on est en ruralité comme je le suis, on le voit. Mais qui orchestre cette manipulation et dans quel but? Il y a toujours un dilemme, hein. C'est-à-dire qu'il y a les pouvoirs politiques, il y a nous, pauvres clampins, à qui on ne dit rien. Je n'ai pas de télévision, donc je ne sais pas ce qui s'y raconte, et sincèrement, je m'en fous. Mais il y a toujours un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un scientifique qui l'a écrit, c'est que si on veut réellement pouvoir donner une vie correcte à ceux qui vont venir derrière nous, nous allons subir dès aujourd'hui un déséquilibre économique assez terrible. Alors, je sais pas si le bas de l'échelle s'en rendra compte, parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté, c'est de pire en pire, mais par contre, ce n'est pas cette population-là qui décide de l'ordre économique. L'ordre économique est décidé de bien plus haut, et eux sont richissimes, et ont toujours l'impression qu'ils vont s'en sortir. Ça, c'est quelque chose... ils vont aller sur la Lune, sur Mars, sur où vous voulez, mais ils ont toujours une solution. En fait, c'est vrai que ce sont des gens qui ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire que ça arrivera aux autres et pas à eux. Moi, c'est ce que je réponds moi. Après, ce n'est pas une vérité absolue. Il y en a certainement beaucoup d'autres que je ne soupçonne pas. Mais ce que... Le peu qui est visible, le peu qui vient quand même me toucher malgré le fait que je me suis mise en protection par rapport à cette désinformation, parce que c'est un peu comme ça que je l'appelle. Il y a quand même des trucs qui me touchent, parce que vous allez toujours croiser quelqu'un dans la rue qui fait « Oh, au fait, t'as pas vu ça ?» Ben, non, j'avais pas vu, je m'en foutais, mais bon, maintenant, voilà, quoi. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce roman. Et en plus, côté lecture, parce que je vous parle beaucoup des thématiques, mais pas tellement de la lecture. Or, nous sommes quand même sur un podcast de lecture. Le rythme, il est intense. En fait, l'auteur arrive à garder un rythme très intense, sans jamais sacrifier la cohérence du récit. Et les chapitres qui alternent entre les différents points de vue, justement, m'ont tenu. C'est ce qui m'a tenu en haleine. Et bien sûr, c'est un thriller, donc chaque révélation vous apporte une nouvelle question. Et c'est vrai que ça transforme toujours la lecture en une enquête haletante. C'est un peu pour ça que le thriller, c'est mon genre de prédilection, parce que d'un thriller, on peut tout faire. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose de très actuel. Bon, je pense qu'il y a d'autres types de lectures dont on peut tout faire, hein, mais... Alors, parlons des personnages. Je vous ai parlé donc de Charline, mais ils sont complexes, mais ils sont vraiment profondément humains. Alors, Charline, c'est un personnage qui m'a touchée dès
le premier opus donc du projet Artemis. Et je la retrouve là, donc bon, elle avance dans sa vie. Hein. Et je crois qu'un bon thriller repose quand même autant sur son intrigue que sur ses personnages. La mort en cadeau ne déroge pas à la règle. Et m'a offert une galerie de protagonistes vraiment attachants, d'autres très nuancés. Mais il y a Joanne. Joanne, c'est l'âme du récit puisque l'histoire s'ouvre sur elle et elle incarne vraiment la quête de vérité à tout prix. C'est une mère et c'est une mère veuve déterminée. Elle refuse vraiment de croire aux conclusions officielles et elle va se jeter corps et âme dans une enquête qui la dépasse rapidement. Il y a son attachement à son fils Sacha qui est un enfant autiste qui renforce en plus son humanité et crée vraiment une tension émotionnelle très très forte. Alors c'est pas du tout le type héroïne surentraînée, pas du tout. C'est une femme qui est juste prête à tout risquer par amour, parce qu'elle elle a perdu son mari, et par justice, parce que juste elle a une ligne de conduite. Alors à ses côtés, évidemment, Charline, alors personnage que j'adore hein, depuis le début, apporte une dimension qui est quand même plus froide et analytique. Alors dans plus froide, faut quand même que je mette un bémol. C'est pas qu'elle est froide, c'est qu'elle a vraiment la tête sur les épaules. On sent que dans son travail, elle arrive à la NSA et elle connaît quand même un peu les arcanes du renseignement. Elle a déjà vécu pas mal de choses. Je vais pas dévoiler ce qui s'est passé avant. Et en fait, elle sait à quel point les vérités peuvent être déformées. Dans le premier opus, c'est déjà le cas. Donc son dilemme moral est vraiment fascinant. Et jusqu'où est-elle prête à aller pour aider Joanne? Surtout qu'en fait, Charline, elle reste attachante par un autre côté de sa personnalité. Et dans l'histoire en général, qui n'est pas l'enquête principale, parce que sa vie est pas facile. Voilà. Et dans l'ombre, il y a les antagonistes qui sont tout aussi captivants. Certes, alors il y a certains qui se cachent derrière des bureaux en verre et des algorithmes de surveillance. Parce qu'effectivement, plus on avance, plus d'un ordinateur, on peut faire énormément de choses. Tandis que à d'autres, n'ont vraiment aucun scrupule et sans aucun remords, ils entraînent ceux qui menacent cette conspiration vers la mort. Voilà, il y a des contrats. Tu veux savoir, et t'es mort. Voilà. Et le roman explore avec beaucoup de finesse la notion de dualité et de corruption, où alors j'ai mis méchants entre guillemets, je savais pas trop comment l'exprimer, ne sont pas de simples caricatures, ce sont des individus aux motivations qui sont troubles. Ce qui fait que j'en parle pas, j'ai pas donné de nom parce que vous allez voir, c'est trompeur. Ils ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Il y a beaucoup de personnages là-dedans qui ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être d'ailleurs. Ou qui sont ce qu'ils n'ont l'air de pas être. Ouais. Et puis bien sûr, il y a le hacker indien qui joue un rôle vraiment essentiel dans l'histoire. Leur intrusion plus ou moins accidentelle dans un système ultra sécurisé, ça les projette dans un univers où en fait ces deux hackers ne sont que des pions face à des forces qui les dépassent totalement, et leur présence ajoute par contre une touche de modernité, de réalisme. Ça ancre le récit dans les enjeux actuels justement du cyberespionnage. J'ai vu l'autre fois, ça m'a fait rire, formation hacker. Alors, je crois pas qu'on puisse se former, je crois qu'on l'est ou on l'est pas.
et que c'est quelque chose qui nécessite une remise en question permanente de nombreuses connaissances en codage et voilà. Bon. Parenthèse refermée. Alors, manipulation climatique et cyberespionnage. Eh ben, franchement, pour moi, c'est un thriller d'anticipation qui fait froid dans le dos. Même quand il y a des choses qui sont pas forcément des surprises. Alors, si La mort en cadeau captive par son intrigue et ses personnages, c'est quand même aussi un thriller qui pose des questions fondamentales sur notre époque. Et l'un des points les plus marquants de ce roman, c'est son exploration de la manipulation des données climatiques. Donc, des données, de n'importe quelle donnée en fait. Mais alors que les rapports sur le réchauffement climatique sont de plus en plus alarmants, il y a l'idée qu'une organisation qui falsifierait ces données pour servir ses intérêts, c'est quand même effrayant et en plus c'est très plausible. Mais vraiment. Et je me demande quelles conséquences aurait une telle désinformation sur les politiques environnementales mondiales et puis sur les opinions publiques. Alors je sais en tant que scientifique moi-même que la population n'a pas l'information. Aujourd'hui, il y a un espèce de matraquage médiatique qui transforme beaucoup les choses. Et dans ma spécialité, qui n'a rien à voir avec ça, j'y connais rien, mais dans ma spécialité déjà, on donne pas les informations, ou alors elles sont aménagées, elles sont réécrites. Je sais pas où sera la place des scientifiques dans quelques années, parce que finalement nous devenons dérangeants. Ouais, bon, je me sens pas spécialement en danger, mais c'est vrai qu'on est dérangeant. Et en plus, le roman met vraiment en lumière les dérives de cette surveillance, de l'hyperconnexion. Et entre la NSA, la NASA et les hackers, La mort en cadeau, ça illustre un monde où l'information est devenue une arme et où celui qui contrôle les données contrôle la réalité et bien d'autres choses. Alors, comme vous l'aurez compris, ce thriller n'est pas forcément qu'un simple divertissement. Il pousse à réfléchir sur notre dépendance aux technologies, sur la manière dont elles peuvent être manipulées. J'en parlais déjà en 2021, c'est vrai que ça s'est pas arrangé depuis le premier livre que j'ai lu d'Agneta Gerson. En fait, j'apprécie beaucoup sa façon d'écrire. Alors, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour connaître la vérité? Déjà, quelque part la question c'est déjà est-ce que c'est possible? Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de votre position déjà à mon avis, ça dépend de votre domaine d'expertise, ça dépend de votre classe sociale, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bon, on va essayer de rester simple. Et avec La mort en cadeau, Agneta Gerson, elle a quand même écrit un thriller qui est ambitieux, parce qu'elle mêle avec vraiment beaucoup de brio, action, suspense, réflexion. Et moi, ce nouvel opus, je l'avais gardé pour la fin, m'a paru quand même, c'est pas qu'il m'a paru, c'est qu'il a été pour moi moins addictif que les précédents. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il n'en reste pas moins une lecture qui est percutante, qui est intelligente, qui est portée par une tension constante et des thématiques qui sont vraiment passionnantes. C'est, je pense que mon addiction dépend aussi de mes engagements et
Et c'est vrai que qu'il y a quelques années, donc après 2021, c'était la période Covid, c'est vrai que je me suis je me suis rendu compte à quel point on était dans une société qui s'effondrait dans un sens et où je suis beaucoup moins avide de tout ça. Mais je l'ai lu jusqu'au bout et je voulais le savoir. Et même je pense qu'il y aura une suite. Je peux me tromper, mais c'est vrai que la fin m'a laissé un peu sur un petit quelque chose qui manquait de goût. Et non, c'est pas vrai. C'est génial, mais il y a une ouverture sur une possibilité de suite. J'en suis convaincue. Et il faut en fait, il faut ce genre de roman, parce que tout le monde se pose pas de questions, et parfois, ne serait-ce que lire quelque chose, on se dit bah tiens c'est vrai, c'est vraiment une porte ouverte sur la réflexion personnelle, et c'est très bien. Alors, ce roman pose aussi une question essentielle, c'est dans un monde où l'information est contrôlée, falsifiée, orientée, comment est-ce qu'on pourrait discerner la vérité? Je vais pas développer. La censure climatique et la surveillance de masse sont déjà des problématiques qui sont bien réelles. Et ce thriller nous confronte quand même à un futur qui pourrait être beaucoup plus proche qu'on l'imagine. Regardez autour de vous, la peur qui a été insufflée pendant la période Covid fait qu'aujourd'hui a permis de retirer à une vitesse phénoménale l'accès à l'argent. Donc moi je vois des jeunes qui payent avec leur téléphone, avec leur montre, pour moi c'est totalement inimaginable. Et c'est on s'est retrouvé, et c'est pareil sur le marché on paye en espèces des petites sommes. Non, les commerçants se sont équipés parce que y a eu voilà une espèce de trouille. Si tu touches le billet, tu donnes à l'eau, tu vas attraper des microbes. Bon, voilà. C'est pas compliqué, la peur, elle tue l'esprit, et ça a été une crise très bien placée pour pouvoir faire passer énormément de choses, dont ça. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Ça fait bien de crâner en payant avec son téléphone ou avec sa montre connectée. Des objets qui ont un intérêt, de téléphone de téléphoner, la montre de donner l'heure, si elle est connectée, pourquoi pas, je veux dire, c'est un indicateur d'état général de votre corps et de votre activité, mais c'est pas, de là à ce que ça devienne tout et n'importe quoi, jusqu'où allons-nous? Alors moi, je pose la question, est-ce qu'on doit accepter les vérités officielles sans les remettre en question? Là, je crois qu'il y a autant de réponses que, que de personnes qui écoutent ce podcast. En tout cas, ce livre m'a poussé à m'interroger encore sur mon propre rapport aux données, à la science et aux enjeux environnementaux. Comme je le disais déjà lors de la première sortie, j'ai des enfants. Bon, à l'époque, j'aurais pu avoir des petits-enfants. Aujourd'hui, j'en ai. Je me dis, qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est ça, en fin de compte. C'est pas une pensée égoïste. Enfin, quoique ça pourrait être beaucoup plus rapide qu'on ne le croit, mais en tout cas, il y a encore aujourd'hui des enfants qui naissent, et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ça, c'est quelque chose qui me...
c'est ce qui fait que je continue à m'intéresser à cette question. En tout cas, une chose est sûre, La mort en cadeau ne va pas vous laisser indifférent du tout. Pour moi, c'est vraiment un thriller à découvrir pour tous les amateurs de suspense intelligent. C'est voilà, et de romans qui résonnent avec notre monde contemporain. C'est une lecture qui est plaisante. Vous pouvez vous dire que tout ça, ça n'existe pas. L'enquête, elle est géniale. L'écriture, elle est fluide, elle est parfaite. Et en fait, on va conclure en disant que c'est un très bon thriller. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont posées, des thèmes qui sont présents. Et je ne crois pas qu'on puisse rester totalement indifférent face à ces thèmes-là. Et je suis vraiment je tiens à favoriser la possibilité de lire aussi ces romans-là, donc pas forcément ceux qu'on vous met en tête de gondole et qu'on vous donne, pas forcément celles des grandes maisons d'édition, parce que finalement on ne sait pas trop dans quel camp mettre les grandes maisons d'édition, hein. Peut-être que ce genre de choses, ils en voudraient pas, qui sait. Et la lecture, moi je m'en suis aussi rendu compte en psychologie, c'est vrai qu'on a tendance à conseiller une lecture en fonction de ce que la personne, enfin le patient en face peut lire ou pas. Et il y en a qui vont pas réagir, peut-être qu'il n'y aura pas quelque chose qui les concerne dedans, et il y en a d'autres qui vont revenir avec des questions. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est tout à fait ce qui est passionnant dans La mort en cadeau d'Agneta Gerson. Voilà. Je suis bavarde, surtout quand on parle de climat, surtout quand on parle de tout ça, donc je suis désolée, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère ne pas vous avoir lassé. Alors je vous mets le lien de la vidéo, je pense que ce qu'il y avait en lien en 2021 est complètement obsolète. N'y faites pas attention, prenez plutôt les liens qui sont sous le podcast ou la vidéo les récentes. Mais j'aimerais beaucoup après en faire un, alors pas forcément un débat, mais un thé-philo lecture. Voilà. Maintenant que je suis très bien installée avec des petits coussins super géniaux, du thé et des chats, c'est beaucoup plus apaisant pour pouvoir discuter des sujets, et chacun a le droit d'avoir son idée sans pour autant en faire une guerre ou un combat. Et ça aussi pour moi c'est très important. Je crois que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais que je vais quand même m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine, une belle réflexion, parce que même sans le bouquin, je vous en ai déjà collé pas mal. Et moi, je vous dis à la prochaine!